On en vient, Talibé Manu, à ce qui concentre l'actualité dans la sous-région. Ces déclarations jugées sanguines du triumvirat putschiste de l'Afrique de l'Ouest. Avec cette question, ces déclarations sont-elles à prendre au sérieux ou à considérer comme de simples bravades des maîtres autoproclamés de Conakry, Bamako et Ouagadougou? En tout cas, les jeunes militaires guinéennes, maliennes et burkinabés ont décidé de faire front commun contre une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO pour déloger les tombeurs de Mohamed Bazoum, victime d'un coup d'État militaire. Il faut le rappeler, depuis le 26 juillet dernier au Niger. Hier lundi, le colonel Mamadi Doumbia, le colonel Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré se sont fendus de communiquer aux accents guerriers, voire apocalyptiques, en cas d'application de cette décision prise dimanche dernier à Abuja lors d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO. Si le CNRD projette tout simplement une dislocation de la CEDEAO, les juntes au Mali et au Burkina, elles annoncent leur retrait pur et simple de la CEDEAO, suivi d'un appui au peuple nigérien et à la junte dirigée par le général Abdourahmane Tchani. Ces menaces vont-elles émousser la détermination de la CEDEAO, l'institution sous-régionale ouest-africaine, désormais à la croisée des chemins, est-elle engagée dans une guerre fratricide entre les pros et les anti-démocraties? C'est la question que nous nous posons ce matin, Talibé Bari. A vu ces déclarations qui, il faut le reconnaître, ont pris de court beaucoup d'observateurs. Ouais. On sait qu'il y a une sorte de solidarité de sort ou de destin entre les trois juntes maliennes, guinéennes et burkinabées. Mais ces différents communiqués, ce qu'il faut noter d'abord, c'est que le Mali et le Burkina ont en tout cas un communiqué conjoint. Un communiqué conjoint. Et la Guinée, un communiqué de l'autre côté. Ce qu'il faut préciser, c'est que le communiqué conjoint malien et burkinabé est d'un ton beaucoup plus incendiaire, guerrier et radical que le ton du communiqué de la Guinée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, au regard justement de la conduite commune de ces trois juntes, pourquoi n'ont-elles pas fait un communiqué tripartite? Bien. C'est la question à se poser. Très bonne question, Talibé. Un communiqué tripartite. Deuxième observation, Aboubakar, c'est que, et ça c'était des informations de dernière minute, par rapport à l'option militaire, justement, que la CEDEAO n'exclut pas. On a lu la déclaration du chef d'état-major général des armées du Nigeria, qui indique, et c'est clair, Aboubakar, que... Ils n'attendent que le feu vert du Tinibou. Absolument. Ils n'attendent que le feu vert de Tinibou pour donc pouvoir intervenir au Niger. Nous agirons conformément aux directives du président Tinibou et nous sommes prêts à intervenir dès que l'ordre nous parviendra. Nous sommes convaincus de notre succès et nous ne leur laisserons aucune chance de réussir leur entreprise. Ça, c'est le chef d'état-major général des armées qui l'a dit. Et on apprend tout de suite sur France 24 que la France va commencer l'évacuation de ces 1500 ressortissants, dont 850 vont commencer à être rapatriés dans les prochaines heures. Donc tout cela ne préfigure pas une situation rassurante. Alors pour revenir à ces communiqués... D'abord le communiqué conjoint du gouvernement malien et burkinabé au ton assez osé, dans lequel on peut lire, si je me permets, les deux gouvernements de transition du Burkina et du Mali dénoncent la présence, la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit du panafricanisme, refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes, avertissent, et c'est là où c'est important, avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Oui, on ne peut plus clair, et parce que plus loin, ils ajoutent justement à Bakar. Et comme vous avez suivi ou pas le porte-parole du gouvernement malien, le colonel Maïga, qui, en lisant cette déclaration, est revenu à 3 reprises sur ce pan du communiqué. Oui, et il a répété 3 fois. Et ils ajoutent qu'ils préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. Aboubakar,
quand vous prenez le communiqué de la Guinée, celui le conjoint du Mali et du Burkina, il y a une sorte de ligne de fracture. Je pense que les deux, le Mali et le Burkina, parlent de retrait de leur pays. Alors que Conakry parle de dislocation de la CEDEAO. Je pense que peut-être que le Conakry y est allé trop fort, puisque la CEDEAO c'est 15 pays, bien évidemment. Le retrait des 3 pays, Guinée, Mali, Burkina, ne peut pas entraîner la dislocation de la CEDEAO. Ne peut pas entraîner. Donc le terme est en tout cas, il doit. L'expression est exagérée. Et inappropriée, à mon avis. Donc, oui. Oui, absolument. Ça fait un tiers. Oui, mais pas la dislocation. Mais pas la dislocation. C'est important de le dire. Oui, pas ça la fait un tiers des territoires des 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Non, ça fait pas un tiers. Non. Hormis le Mali. Un tiers, c'est 5 pays. Oui, mais je veux dire qu'à peu près. Non, mais la CEDEAO, c'est 15 pays. C'est 15. Après le retrait. Géographiquement, c'est plus que la moitié. Non, mais attendez, c'est pas comme ça, un État est un État. L'autre nuance, c'est que la Guinée. Non, je l'ai dit, soit dit en passant. Oui, mais sauf que c'est pas un tiers cabinet. Oui, Abokar. C'est à peu près un tiers. Mais non, voilà. Abokar, c'est que je. J'entends bien maintenant. À peu près un tiers. Ce que je veux dire, c'est que pour terminer, c'est que, à mon avis, tout ça renvoie à 3 juntes militaires, Mali, Guinée et Burkina, qui se sentent aujourd'hui en danger par rapport à la nouvelle conduite de la CEDEAO. Et peut-être ils se posent la question, ou peut-être ils sont certains, que après le Niger, s'il y a une intervention militaire au Niger, c'est bien évidemment des 3 autres pays qu'on va s'occuper. Mali, Burkina, Guinée. Donc, moi je pense que tout ça c'est de l'agitation. Moi, je considère que ces 3 pays, le Burkina et le Mali, qu'ils arrêtent de se moquer de notre intelligence. Ils ont des djihadistes qui malmènent leur territoire, qui occupent une partie de leur territoire. Ils n'arrivent pas à les bouter de là et ils parlent d'un appui ou d'un soutien, je ne sais lequel, au Niger, lorsqu'il y aura une intervention comment dirais-je, aux allures internationales. Parce que ce sera la CEDEAO et forcément les États-Unis et la France seront d'un appui quelconque par rapport justement au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans ce pays. Donc je considère que c'est de l'agitation, c'est une sorte de solidarité, peut-être de gens qui se trouvent condamnés à se serrer les coudes face à une CEDEAO déterminée à en découdre avec la junte au Niger. Bien, Mamadou Ouri, ce communiqué du CNRD signé par le général de brigade BIS, d'abord, notons que c'est un communiqué truffé de fautes, c'est quand même regrettable à ce point. Je vais en rappeler quelques points saillants. Les mesures des sanctions préconisées par la CEDEAO contre le Niger, incluant une intervention militaire, sont une option. Donc j'essaie de mettre ça dans le bon français. Sont une option qui ne saurait être une solution au problème actuel, mais entraînerait un désastre humain dont les conséquences pourraient aller au-delà des frontières du Niger. De ce fait, le CNRD s'abstient d'appliquer ces sanctions illégitimes et inhumaines contre le peuple frère et les autorités nigériennes et exhorte la CEDEAO à revenir à de meilleurs sentiments. C'est que l'autre pan qui est important, le CNRD souligne qu'une intervention militaire contre le Niger entraînerait de facto la dislocation de la CEDEAO. Talibé l'a dit, mais au dernier point de ce communiqué, au moment où les jeunes populations de l'espace CEDEAO vivent un drame humain en Tunisie et dans la Méditerranée, les préoccupations des dirigeants, j'essaie de retrouver le bon communiqué, voilà, c'est perdu. Voilà, le CNRD dit tout simplement que les préoccupations des dirigeants ouest-africains devaient être plutôt de s'occuper de ces questions concernant les jeunes qui vivent des drames en Tunisie et dans la Méditerranée que de se préoccuper du sort de président déchu. On ne parle pas de président démocratiquement élu, de président déchu. Donc vous comprendrez que même si les communiqués ne sont pas... L'expression est importante, président déchu. Donc même si les 3 communiqués ne sont pas tripartites, c'est dans le même esprit que le Burkina, la Guinée et le Mali ont fait ces communiqués. Pour moi, ça ne m'étonne pas. Il n'y a rien de nouveau sous le cocotier puisque les 3 transitions depuis leur installation sont les unes aux autres solidaires et fidèles. On ne
je pense que l'illustration parfaite de cela, c'est quand il y a eu cette rencontre entre les différents ministres des Affaires étrangères de ces 3 transitions, pour donc définir une base commune d'évolution de leur transition. Cela a eu lieu il n'y a pas 5 mois. Et ils ont donc instauré par la suite une sorte de triangle sacré entre les 3. Donc qu'il y ait ce communiqué d'hier en solidarité au 4e larron de coup d'État dans la sous-région, ça n'étonne pas du tout. Alors là, pas du tout. Et j'ai envie de dire que au regard de tout ce qui se dessine, il faut tout de même s'attendre à une sorte d'instabilité dans la sous-région, voire même de guérilla ou de guerre. Parce qu'effectivement, comme ils le disent, au-delà de la dislocation présumée de la CEDEAO, c'est que au sein même de ces différentes jeunes, qui vous dit que les gens n'ont pas des ambitions, qui vous dit que quand on veut légitimer la prise du pouvoir, hors les voies officielles recommandées démocratiques qui sont les élections, que d'autres n'aient pas de velléité justement de s'emparer du pouvoir. Et quand ce sera le cas, qui va les condamner justement? Qui va condamner ces tentatives de prise de pouvoir dans ces 3 transitions qui existent déjà? Donc j'ai envie de dire qu'à un moment donné, on a fait le procès de la CEDEAO. Depuis le coup d'État au Mali, en passant par le Burkina et le Mali en Guinée, on a suffisamment fait le procès depuis le coup d'État, j'ai envie de dire, depuis le coup d'État constitutionnel en Guinée. Oui, on a fait le procès orchestré par Alpha Condé. Parce que tout est parti de là. On a fait le procès de l'incapacité de la CEDEAO, justement, d'arrêter, justement, si vous voulez, de s'endormir. Quand déjà des pouvoirs civils, quand des présidents civils ont tordu le cou aux institutions, quand les présidents civils n'ont pas respecté, n'ont pas joué le rôle régalien de leur État, qui est de satisfaire aux besoins sociaux de base de leur pays. On a suffisamment fait ce procès. Mais après, quand on l'a fait, la CEDEAO doit se remettre en cause et jouer son rôle. Elle est restée inerte. Cela ne veut pas dire que c'est la porte ouverte à toutes les tentatives de prise de pouvoir, à tous les mouvements d'humeur qui veulent s'emparer de la machine d'État pour se mettre au pouvoir. Quand c'est comme ça, il y a quelques jours, certains parlent des rébellions qui peuvent se réveiller. Ce n'est pas faux, il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas du tout passer à côté. Mais si la CEDEAO laisse ça passer, parce qu'il y a 2 tendances en fait. Les chefs d'état civils qui sont encore au pouvoir dans l'espace CEDEAO, ils sont sûrs que si ce coup d'état foutaise passe au Niger, coup d'état foutaise, c'est leur régime, c'est leur survie qui sont en jeu, mais en même temps c'est la stabilité de la sous-région. C'est pas que eux leur pouvoir, c'est justement tous ces autres aspects dont je vous parle, les tentations de rébellion, les tentations de d'insurrection, les tentations au sein même de ces jeunes qui pensent qu'elles sont garanties à leur sein pour certains de prendre la place de ceux qui sont au premier rang. C'est tout ça que les gens regardent. C'est un tableau qui est vaste. Il y a des zones d'ombre que certains ne voient pas. Les chefs d'état civil sont conscients de cela. Et ils se disent que si ça passe, c'est l'anarchie totale qui va commencer. Mais de l'autre côté, ces 3 juntes-là savent aussi que si on arrête la junte au pouvoir, je veux dire la junte au Niger, le taux va se resserrer contre eux. D'où ces positions, ces déclarations de guerre, ces positions instinctives de survie, ça se comprend. Maintenant, à un moment donné, il faut que chacun dans son secteur, CEDEAO ou junte au pouvoir, regarde la réalité, regarde son environnement pour savoir que on n'est pas fou pour prendre les positions qu'on est en train de prendre aujourd'hui, parce que ça ne sera pas qu'au détriment des présidents civils, ça sera au détriment des populations civiles et même d'eux-mêmes qui sont au pouvoir. Donc à un moment donné, il faut que les gens se regardent en face et soient réalistes. Pour moi, j'attends de voir, parce que vous savez, j'ai dit, et Ali Ouba, je le rappelle, a dit sur ce plateau, et ça a recoupé avec ma position, que si la CEDEAO ne devient pas réaliste, à un moment donné, pragmatique, elle va disparaître de sa belle mort et on va continuer dans cette anarchie. Et je termine en disant, Boubacar, c'est que la tendance qui monte là, c'est que les militaires, les chefs militaires dans notre sous-région, et ça pourra aller au-delà, ont envie de réinstaurer ce que j'appelle, voyez-vous, l'esprit comme quoi les militaires doivent être les dépositaires légaux et légitimes désormais du pouvoir politique. On revient aux années 70 et les autres. Et donc vous allez voir les militaires partout au pouvoir parce qu'ils vont prétexter que les civils ne valent rien. Et donc c'est à eux désormais
de prendre le pouvoir parce que le monde est insécure, parce que l'apocalypse s'annonce, donc ils sont les mieux outillés. Ça, c'est du blabla. Je pense que les gens doivent être réalistes. Sinon, on est entré dans une phase d'instabilité dans la sous-région de guerre. Regardez, je veux dire, tout à côté au Sénégal. Ça commence déjà. Sincèrement, voilà. Donc il faut que les uns et les autres s'arrêtent. Malheureusement, voilà, une sous-région ouest-africaine, voilà, en plein traumatisme. Et puisque tu parlais de Alouba qui a eu quand même cette réaction, au moins les derniers événements parlant du Niger et ces réactions venant des jeunes burkinabés, maliennes et guinéennes, ces derniers événements clarifient l'équation. Désormais, c'est la bataille ouverte entre le clan des pushistes et celui des pro-démocratie. Donc plus de place pour l'hésitation irresponsable et la neutralité hypocrite. À cet effet, la guerre russo-ukrainienne, symbole du retour en force de la guerre froide et la polarisation du monde, bloc Est contre Ouest, va se vivre activement dans la sous-région ouest-africaine. Alors, soit on bascule, soit on se remet sur le bon chemin. Il n'y a pas de troisième voie possible. Fini la paix de cimetière et la démocratie cosmétique. Dans les événements en cours, tout le monde joue sa carte et sa survie désormais. Les chefs d'État élus jouent leur stabilité au pouvoir et les jeunes jouent leur maintien. Soit la démocratie triomphe, soit l'anarchie l'emporte. C'est les pushistes et les États pushistes contre les États démocratiques, les civils qui sont élus, où il rappelait tout de suite le fait qu'aujourd'hui, cet argument qui consiste à dire, cet argument à coup d'insécurité, de terrorisme et autres, alors qu'en réalité, aucun État du monde, que ce soit les États-Unis ou la France, parce que ça, ce sont des grands États qui sont superbement bien organisés, les décisions sécuritaires sont prises et conseillées par les militaires. C'est un faux débat de dire que les civils prennent des décisions qui ne sont pas bien sur les questions de sécurité. Quand la task force, l'équivalent, disons, du conseil de guerre à la Maison Blanche se réunit, ce sont les chefs d'état-major généraux des armées, ce sont eux qui décident. C'est pas le président. C'est eux qui conseillent. On est dans une situation comme ça. Voyez, Boubacar, j'ai envie de paraphraser Kerry James dans Vivre ou Mourir ensemble. Il dit, ils pensent la guerre mais ne porteront jamais le taillis. Quand on manquera de cimetières, ils fuiront leur pays. C'est pushistes qui disent aujourd'hui qu'ils vont soutenir, porter main forte. C'est du blabla, Boubacar. C'est du blabla, je suis parfaitement d'accord. Donc ils sont pas au sérieux, ils sont pas sérieux. C'est des plaisantins, j'ai envie de dire. Mais Boubacar, sincèrement, quand on parle de peuple, dans le communiqué de la Guinée, quand on parle du peuple nigérien, mais qui ne sait pas comment ça fonctionne? Mais sortir quelques... Mais pendant ce temps, le peuple nigérien avait fait son choix il y a 2 ans. Mais c'est clair, Aboubacar. C'est le choix d'élire Bazoum. Il n'y a pas le meilleur, il n'y a pas meilleur moyen justement de mesurer ça que par les élections. L'aspiration du peuple nigérien que par la voie démocratique. Mais sortir quelques brebis galeuses, par la voie des élections. Sortir quelques brebis galeuses dans la rue, mais on sait la méthode, elle n'est pas compliquée ça. Donc on arrête de dire aujourd'hui que... on parle même de présidents déchus, mais bon sang de Dieu, c'est plutôt des présidents élus pour le cas, naturellement, de Bazoum. Quoi qu'on dise. Mais on a débarqué Ibeka pendant qu'il était quand même en train de conduire son mandat. On nous a brandi l'insécurité plutôt, mais encore, du côté du ça ne va pas là-bas. Le Burkina, le double coup d'État. Le Burkina est en plein dur. On est à dedans, il y a plus de 2 millions de personnes déplacées. Tous les jours, c'est pareil. On arrête de nous balancer des arguments comme quoi le peuple. Mais bon sang de Dieu, ce dont il est question aujourd'hui, au cas spécifique des solutions spécifiques. La dislocation dont fait allusion le CNRD, c'est vrai, cette dislocation-là, elle va arriver si toutefois les chefs d'État élus démocratiquement ne prennent pas leur responsabilité. C'est pourquoi si autant on peut reprocher à peut-être, comment il s'appelle déjà, ceux qui sont élus par le fait de changements constitutionnels comme Ouattara par exemple, mais pour autant, M. Tinibou, Patrice Talon et d'autres sont valablement et régulièrement élus. Et ces gens-là ont la légitimité de parler au nom de leurs États. Au nom de la CEDEAO. Et je pense d'ailleurs que ça va de soi que ces 4 États ou ces 3 États-là plutôt prêtent la main forte au Niger. Oui, mais comment ils le peuvent?
Comme elles le peuvent. Mais par les discours. Donc ils vont déployer des bataillons au Niger en cas d'intervention militaire de la CEDEAO. C'est ce qu'on nous vend. C'est ce qu'on nous vend. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas possible. Vous voyez, vous rappelez-vous qu'en octobre 2021, la Guinée, lorsque la CEDEAO a pris des sanctions contre le Mali, le CNRD s'est aussi fendu d'un communiqué pour supporter le Mali. Donc ça va de soi que je pense que c'est le contraire qui nous aurait étonné. Ouais. Je pense que la semaine de deadline donnée au CNSP nigérien. Au CNSP, le Nigeria, aujourd'hui, tous les spécialistes militaires disent que le Nigeria a une force opérationnelle qui peut intervenir. Mais je vous assure, Aboubacar. Mais quand même, ce qu'il faut noter, c'est que la CEDEAO joue gros sur cette semaine, joue même sa survie. Parce qu'elle a lancé un ultimatum aux putschistes nigériens. Il faut bien que cet ultimatum, s'il n'est pas respecté, que la CEDEAO montre ses crocs, comme Tinubu l'a annoncé à partir de Bissau. Il faut que la CEDEAO montre ses crocs parce que, sincèrement, Aboubacar, je vous dis. Autrement, ce sera terminé. Vous n'avez que quelques officiers, comme on les a vus à la télé, qui brandissent le putsch et tout. Mais je vous jure que l'armée nigérienne, dans son entièreté ou dans sa majorité importante, va faire des défections. Et puis elle va se désolidariser plutôt de ces putschistes-là. Parce qu'en réalité, Bazoum est élu. Les questions de ces... Et d'ailleurs, Aboubacar, je vais vous dire. Bien. Bazoum a autant fait mieux dans la lutte contre le terrorisme que le président Issoufou. Pourquoi ils n'ont pas débarqué Issoufou? C'est parce que tout simplement, le monsieur a voulu mettre de l'ordre au sein de l'armée, au sein de sa garde prétorienne. Et puis voilà, on a débarqué. Allez-y, Manu. Donc je disais que la CEDEAO joue gros et en face d'elle, ces menaces venues de Bamako et principalement de Bamako et Ouagadougou, ajoutées à cela, le ton ferme aussi qui est celui de la junte guinéenne. D'abord, j'ai envie de dire que le passage qui a marqué mon attention dans le communiqué de la junte guinéenne, c'est celui qui prédit la dislocation de la CEDEAO, de quand même préciser que la Guinée ne peut pas s'asseoir ici au bord de l'océan Atlantique et décréter la dislocation de la CEDEAO. La Guinée pourra se retirer quand elle le voudra peut-être, mais ça ne veut pas dire que la CEDEAO va voler à l'éclat. Après, derrière le Mali, sur ce point en tout cas, le Mali et le Burkina Faso ont tenu un discours plutôt visible. Va-t-en-guerre. Puisque, non, sur le point précis de la dislocation de la CEDEAO, le Mali et le Burkina réalistes annoncent tout simplement leur retrait. Ils ont le droit de se retirer. C'est possible. La CEDEAO n'interdit pas à un État de se retirer. La preuve, la Mauritanie est partie. Mais sur la question quand même de cette intervention militaire, moi je... En faisant des pieds et des mains depuis 2017. Pour revenir. Mais le Maroc veut être membre de la CEDEAO. Bien. De la CEDEAO. Oui. Donc, sur ce point précis, en termes de principe, les jeunes sont-elles habilités à retirer leur pays de la CEDEAO? Là, c'est une question qu'il faut se poser. Habilités ou pas, lorsqu'elles refusent d'appliquer les protocoles de la CEDEAO et tout ce qui accompagne le protocole d'intégration de la CEDEAO, c'est une forme de retrait. C'est une sorte de retrait. Est-ce que vous allez les attacher pour les amener? Je suis désolé. Déjà qu'ils ne sont pas reçus au sommet, s'ils disent qu'à partir de maintenant, nous, c'est le visa pour entrer chez nous, c'est eux qui dirigent le pays en ce moment. Encore que Emmanuel, quand ils disent dans leur communiqué... Ce que nous allons faire, parce que... Quand ils disent les peuples, il faut qu'ils fassent attention. Il faut dire les gouvernements en place. Parce que les peuples n'ont pas forcément la même position qu'eux. Allez, voilà, merci. Manu, je te promets donc que je te redonne la parole. Dès notre retour, la radio c'est aussi à nos obligations commerciales. Un nouveau point info quand il sera 9h avec la rédaction. On revient pour continuer ce débat. À venir également la prise de parole de Mimi Touré, l'ex-première ministre du Sénégal, ex-députée également. Elle sera au téléphone du Mirador quand il sera 9h30. Reviens dans quelques minutes. C'est avec toi pour continuer d'évoquer ces sorties jugées sanguines des 3 transitions militaires dans la sous-région au sujet du Niger. J'étais en train de dire que la Guinée ne peut pas s'asseoir ici et décréter la dislocation de la CEDEAO. Elle peut peut-être adopter le ton sur ce point précis du Niger et du Burkina Faso qui menacent de se retirer donc de l'organisation. Évidemment, même si on peut questionner la légitimité de la junte guinéenne ou des juntes de ces 3 pays à pouvoir engager le retrait de leur pays, une chose est claire, c'est que s'ils n'appliquent pas le protocole de la CEDEAO, de facto ils cessent d'être membres de la CEDEAO. Ça peut être, on peut aller vers ça. Maintenant, l'utopie d'un soutien militaire au Niger, ça c'est certainement un autre débat. Mais moi je dis que la question... L'utopie.
Oui, d'utopie, parce que aujourd'hui, l'essentiel des pays c'est de la pas réaliste du CEDEAO, tout. l'essentiel des pays de la CEDEAO, chacun est occupé chez lui. Le Mali est occupé en ce moment dans le nord. Le Burkina Faso est occupé. Le Niger lui-même, il est occupé. Le Cameroun est occupé, c'est un pays frontalier. Le Tchad aussi est occupé, qui est aussi frontalier avec le Niger. Le Nigeria lui-même est occupé avec Boko Haram dans le sud de son pays. Donc aujourd'hui, la situation sécuritaire dans la sous-région, elle est suffisamment explosive. Et c'est pourquoi moi je dis que cette intervention de la CEDEAO, il faut encore la mûrir, la remûrir avant de la faire. Ce à quoi je m'attends personnellement, c'est qu'on vienne à installer une sorte de Libye au cœur de la CEDEAO. Parce que oui. Il faut une démocratie. Donc une libysation du Niger. Je crains fort à Bakar. Parce que c'est de la même manière on a apporté la démocratie à Libye en venant bombarder. La suite, on la connaît. La Libye est encore un territoire pratiquement qu'on ne peut pas traverser. Non. C'était pas une démocratie, tout comme le Niger aujourd'hui. Non, doyen, aujourd'hui le Niger n'est pas une démocratie. Vous êtes d'accord avec moi? Manu, si on suit bien votre ligne de... Est-ce que vous pouvez m'écouter? Le Niger qu'on veut bombarder n'est pas une démocratie cabinet. Je vous mets au défi de me montrer que depuis le 26 juillet, le Niger est une démocratie. Le Niger a connu un président élu. Mais est-ce que quelqu'un peut écouter dans ces studios, moi qu'on termine une phrase avant de contester? Le Niger de Mohamed Bazoum, jamais on a pensé à le bombarder. Je parle du Niger qu'on veut bombarder. Le Niger, depuis le 26 juillet, cabinet, n'est pas démocratique. Je vous mets au défi de me le prouver. Bien sûr. Maintenant, on n'aura pas perdu de temps. Maintenant, permettez de m'écouter. Le Niger qu'on veut bombarder n'est pas un Niger démocratique, doyen. Le Niger, la Libye qu'on a bombardée n'était pas une Libye démocratique. Mais toujours est-il que la démocratie qu'on apporte par les armes n'est pas forcément la meilleure démocratie qu'on obtient par les urnes. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, il faut passer par tous les moyens pour un rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger, mais je ne suis pas d'accord avec l'option d'une intervention militaire. Parce qu'encore une fois, oui, mais si les nouveaux maîtres, les soi-disant nouveaux maîtres de Niamey ne veulent pas entendre raison, mais c'est ça. Mais le problème, Manu, c'est que c'est un coup d'État, mais qui n'avait aucun sens, qui n'avait pas lieu d'être. C'est pourquoi je dis que je suis d'accord qu'il faut mettre en œuvre tous les moyens, évidemment pas une intervention militaire, pour rétablir l'ordre constitutionnel. Oui. On a vu par exemple. Tu penses à quel autre moyen? C'est ce que les militaires. C'est ce que je suis en train de dire. Les putschistes, Manu, mais qui sont en train de procéder à une sorte de ratissage. Mais depuis 48 heures, ils sont en train d'arrêter tout le monde au Niger. C'est une gente folle au Niger. En Guinée, c'est de la folie, la pire folie sur le continent. En Guinée, à Bokar, il n'y avait pas l'option d'une intervention militaire, mais des ministres ont été arrêtés. Aujourd'hui, le Premier ministre est en prison. Le président de l'Assemblée nationale est en prison. Non, ils ont été arrêtés. Mais je dis... Mais Kassouri et autres sont arrêtés pour des faits de crimes économiques. Attention. Bien, allez-y Manu. Et seulement plus de 10 mois. Non mais c'est ça. Mais Manu. Mais non mais quand même, tu as oublié le principe de l'émission. C'est pas des cas de figure. Bien. J'ai écouté religieusement. Après là, je ne peux pas terminer une phrase. Oui, mais allez-y, c'est toi qui as la parole. Talibé, on va le laisser chuter. Allez-y. Bien. De toute façon, il ne passe pas à l'antenne. Allez-y, Manu. 5 jours après le coup d'État, allez-y, Manu. à l'arrestation de Kassouri. Allez-y, Manu. Bien sûr. Je suis désolé, Talibé. Au début de cette émission. Non, tu es imperturbable, Manu. Ah ben justement, c'est ce que je suis en train de prouver. Oui, mais non. Au début de cette émission, Talibé et Lincoln ont tenté de me faire croire que Kassouri est innocemment arrêté. Tout comme moi. Merci. Dans ce cas, il est arrêté. Il est en prison. Ce n'est pas autant différent. S'il est arbitrairement arrêté, ce n'est pas autant différent de ceux qu'on est en train d'arrêter aujourd'hui au Niger. Ils sont aussi arbitrairement arrêtés. Ils sont arrêtés pour quelle raison? Il y a quand même une chose que moi je veux souligner. Quand vous regardez aujourd'hui la situation du Sahel, où le Niger veut intervenir, le Nigeria veut intervenir, la CEDEAO veut intervenir. Oui. Je dis encore une fois que cette zone est une zone qui est suffisamment en proie à l'insécurité. Et que on ne sait pas, aussi minime soit-elle, comme je le disais hier, on ne sait pas à quelle résistance il faut s'attendre. La CEDEAO a déroulé une première batterie de sanctions. Elles peuvent marcher de mon point de vue. Ouais. Parce qu'elles sont d'un cran supérieur aux sanctions qui ont été déployées sur le Mali et qui ont poussé le Mali à revenir
dans le cadre d'un chronogramme consensuel avec la CEDEAO. Au début, le Mali était sur une transition de 5 ans. Quand la CEDEAO a déployé ses mesures, ses sanctions financières notamment, le Mali a renégocié sa transition. Aujourd'hui au Niger, non seulement on a appliqué ces décisions, mais donc ça veut dire qu'il faut laisser la junte s'installer quoi. Non, elle ne peut pas s'installer parce que justement la batterie de mesures que la CEDEAO a déployées en plus du Mali est celle de sanctionner toute personne qui accepterait même d'appartenir au gouvernement ou aux institutions de cette junte. Ça veut dire que pour l'instant elle n'a pas la possibilité de s'installer si comme cabinet le prétend cette armée ne soutient pas du tout les généraux. Ça veut dire qu'on n'aura personne pour appartenir à ce gouvernement. Si on veut rester en tout cas raisonnable, on n'aura personne pour appartenir à cette administration. Évidemment. Non mais si c'est si, ça veut dire que cette junte, elle n'est pas aussi isolée que vous le dites. Mais en fait, je parle sur vos hypothèses, avocat. Ce sont les hypothèses qui sont développées dans ce studio. Bien, Manu. Mais je dis que la question sécuritaire dans ces pays, la question est de savoir qu'est-ce que tu penses des menaces brandies par les juntes, notamment les juntes burkinabées et maliennes. D'abord, qui estime que une intervention militaire au Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre ces deux pays, le Burkina et le Mali. De quoi on se mêle du côté de Bamako et de Ouagadougou? Mais ils ont tellement de problèmes à régler au niveau des fronts contre le terrorisme. De quoi ils se mêlent? Je dis que la junte malienne et la junte burkinabé, quand elle parle d'une déclaration de guerre, c'est une perte de temps. Parce qu'évidemment, je l'ai dit au début de mon propos, ils sont suffisamment occupés sur leur territoire. Mais il y a quand même aussi entre ces trois pays ce qu'on appelle la zone des trois frontières. Burkina, Mali, Niger. Ils ont une frontière commune. Une frontière. Et figurez-vous que depuis que Wagner est déployé au Mali et qu'on le soupçonne d'être déployé au Burkina Faso, le Niger a rompu le partenariat justement qui reliait les trois pays dans le cadre de la répression du terrorisme dans la zone des trois frontières. Aujourd'hui, le Niger en tout cas s'était retiré de ce partenariat. Ce qui fait que le Mali et le Burkina Faso se retrouvent seuls à repousser des terroristes vers des zones frontalières et de l'autre côté, il n'y a pas le Niger pour répondre. Ça veut dire que ça affaiblit dans cette partie déjà la question sécuritaire. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on intervient là-bas, pendant qu'on sera en train de peut-être de bombarder à Niamey, on laisse peut-être le champ aux terroristes de l'autre côté. C'est possible. Parce que cette armée, quoi que l'on dise, elle sera peut-être occupée à faire face à la CEDEAO. On laisse le champ aux terroristes de l'autre côté. Moi, je pense aux populations civiles. Je ne suis pas du tout aujourd'hui sur le même alignement de ceux qui pensent qu'il faut forcément déployer les armes. Parce que ces armes, de toute façon, elles feront des victimes. Et ces victimes, il faut penser qu'elles peuvent être des victimes civiles. Est-ce que ces victimes civiles ont demandé à être sacrifiées pour que Bazoum revienne au pouvoir? On a d'autres moyens pour en arriver là. Et je pense que la CEDEAO peut encore continuer à mettre la pression politique, diplomatique, et ne pas en arriver à cette intervention militaire. Et je termine sur un dernier point, Abouakar. Autant on peut en vouloir à la junte nigérienne de manière légitime, je suis d'accord d'ailleurs, de dire que sa préoccupation devait être aujourd'hui de rétablir la sécurité sur son territoire, autant on peut aussi, personnellement, j'en veux aussi à la CEDEAO d'être aujourd'hui en 2023 en train de constater un scénario dans lequel la CEDEAO réunit ses chefs d'état-major pour rassembler une armée et faire une intervention militaire, ramener Bazoum à sa place, alors que la même CEDEAO, j'imagine aujourd'hui, 15 pays ouest-africains sont incapables de réunir le chef d'état-major, de monter une armée et de faire face à ces terroristes dans la sous-région. Quel rapport? Parce qu'avec le terrorisme, c'est les civils qui sont en train de mourir. La CEDEAO n'a rien fait, elle attend de l'argent, elle attend des armes, elle attend même des militaires étrangers. Mais là, pour établir un homme politique, elle est prête à prendre des armes, à prendre de l'argent, à prendre des militaires et son équipement pour débarquer dans un pays membre de la CEDEAO. Je dis que cette force-là, les muscles qu'on est en train de montrer aujourd'hui, on aurait pu les monter depuis que le terrorisme a commencé dans la sous-région. Ça fait 10 minutes que tu parles seul, Manu. Je suis désolé, je parle pas seul. Je parle pas seul, j'ai été interrompu pas moins de 10 fois. Allez, c'est pour cela qu'on t'aime bien, Manu, dans cette émission. Allez, la parole au doyen. Je te dis, donc, qu'est-ce que je dois ajouter à ça? Je dirais simplement que qui se ressemble, ça semble. Donc il faut comprendre que Conakry, Bamako et Ouagadougou se serrent les coudes parce que... Derrière le Niger. Derrière le Niger parce que c'est...
Voilà, Troïka plus Troïka 1. plus 1. Talibé est tellement inspiré que... Bien sûr, Permettez quelque chose. La Guinée-Bissau, lors du sommet de Saint-Pétersbourg, donc tu n'es pas le seul a à demandé, être interrompu. a demandé, aussi. non, la Guinée-Bissau a demandé, d'accord que tu Il es est un interrompu. incursionniste. la Guinée-Bissau a demandé, si vous me le faites pas, permettez que je vous le fasse. La Guinée-Bissau a demandé à la Russie de faire d'elle la porte d'entrée de la CEDEAO dans la CEDEAO. Ça, c'était au sommet de Saint-Pétersbourg récemment. Ambalo Sissoko, récemment à Russie, ouais. a demandé à Poutine de faire de la Guinée-Bissau la porte d'entrée de la Russie dans l'espace ECOWAS, comme lui-même il l'a dit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Donc, Bien. attention, Allez. la Russie et Wagner, ça s'assemble. Attention. Allez-y, allez-y, mon Rika. Wagner ne débarque pas à la Russie, s'il Voilà. vous plaît. Et je pense que tu vas accepter de leur laisser à tous les deux, chacun 2 minutes au moins. donc je dirais que la CEDEAO doit s'élever, se mobiliser pour freiner, comment dire... Sortir du coma. Ouais, sortir du coma et freiner ces périls des putsch qui fait un appel d'air à des mouvements paramilitaires comme Wagner. Ouais. Wagner, c'est un nom, c'est le nom de Richard Wagner, l'un des grands noms de l'opéra, un grand musicien classique, mais qui était un antisémite notoire, Ouais. et adulé par Hitler, même s'ils n'ont pas vécu dans le même siècle. Hitler disait que quiconque voulait comprendre le nazisme, il fallait écouter la musique de Wagner. Donc comprenez un peu que ces gens, quand ils viennent, ils foutent le bordel. Il y a des viols de femmes en Centrafrique, ils pillent les ressources. Donc Ouais. je ne vois pas ce qu'ils peuvent apporter en termes de démocratie et même de lutte contre le terrorisme. Et je ne pense pas qu'au Mali et au Burkina où... Que la donne est changée. Que la donne est changée. Ouais. Donc ça me fait mal au cœur qu'aujourd'hui on puisse bouter hors de nos territoires un De Gaulle pour ramener Hitler et, comment dirais-je, Staline chez nous ici. Donc ça c'est soit dit en passant. Donc par rapport à ce que... C'est que le Mali et le Burkina... déjà tout a été dit, mon beau a été éloquent là-dessus, cabinet, tout ça, mais Ouais. je ne vois pas que... Mais pas Manu. Même lui, ses armées, nos armées à Boubacar, Bien. écoute, nos armées, même les renseignements, ça vient des étrangers. C'est la puissance là, les DGSE, la NSE, la CIA et autres, Ouais. qui cornaquent nos armées, nos pays là. Que nous en ferons. Donc est-ce que nous on peut tenir face Ouais. même Ouais. à un petit commando qui viendrait? La donne c'est différent de la Libye. Et ce qui va se passer au Niger, ça sera juste chirurgical et c'est différent. Manu, ne t'en fais pas. Donc n'aie pas peur pour les civils, ils seront protégés. Mais d'ici là d'ailleurs, je me dis que monsieur le général, il va comprendre. C'est pas un va-t-en-guerre, il va rendre le pouvoir. Bien. Allez, Manu, plutôt Lincoln pour clore, parce que dans un instant, on doit prendre la direction de Dakar, d'où nous attend l'ancienne première ministre du Sénégal, Aminata Touré, que nous allons appeler d'un moment à l'autre. Je suis triste pour le Mali, le Burkina, même la Guinée. Ouais. Triste pourquoi? Puisque on est en train de suivre les intérêts égoïstes d'un homme dans un palais et pratiquement sans aucune intelligence et qui aujourd'hui est en train de manipuler 3 pays. Ouais. Mais le général Kiani. Kiani est en train de faire son propre combat. Il a fait le coup d'État parce qu'il s'est senti peut-être menacé. On doit le changer à la tête De la garde de la garde présidentielle. Et pour refuser de quitter, Ouais. il se saisit du pouvoir. Ouais. Et le Mali, le Burkina, la Guinée vont le soutenir dans cette entreprise Dans cette aventure. inintelligente. Dans cette aventure. Mais Abakar, Ouais. nos pays ont quand Faut même... qu'on se ressaisisse un peu. Nos pays ont des hommes intelligents, réfléchis, on a la conscience. Faut pas parce que Emma n'est pas content que le monde va l'accompagner. Ouais. Mais c'est ce qui est en train de se passer. Mais Abakar, un autre aspect. Ouais. Quand la junte malienne, burkinabé, guinéenne parle au nom du peuple, demandez-leur par quelle élection ils sont passés. Vous n'êtes pas légitime. Ouais. Vous ne pouvez pas engager les peuples. Vous n'êtes pas des partis politiques. Vous n'avez jamais été aux élections. Vous avez pris des armes pour vous imposer sur les citoyens. Aujourd'hui, même les condés de Bombona ne sont pas en sécurité. Au Mali, en Guinée, même le métier de journalisme. Parce que quand c'est les armes qui dirigent un pays, on ne parle pas de démocratie. La preuve, nos droits sont confisqués aujourd'hui. Au Mali, c'est pareil.
Mais quand vous réussissez que les militaires viennent imposer à vous, demain les terroristes viendront diriger ces États. Les rebelles viendront. Abakar, désormais, quand on a un petit moins, on va négocier avec ceux qui ont les armes. Ils font la guerre et nos palais sont occupés. Tout le monde est menacé. La survie de nos États, c'est-à-dire, est complètement menacée. Il faut constituer, c'est-à-dire les partis politiques, aller aux élections pour gagner. Faut revenir au principe démocratique. Moi, je suis du peuple. La gente qui ne parle pas à mon nom, hein, moi je ne me reconnais pas. Au Mali, c'est pareil. Mais aujourd'hui, Bakar, ce qui est encore pire, la Guinée, le Mali, le Burkina et le Niger ne peuvent pas aller à l'encontre de la communauté internationale. Les États-Unis ont condamné ce coup, l'Union européenne, l'Allemagne, tout le monde, l'Union africaine, même Vladimir Poutine a demandé à ce qu'on rétablisse l'ordre légal au Niger. Mais pourquoi sont nos dirigeants vraiment qui, je ne comprends pas, soutiennent une entreprise? Il faut bombarder ces Nigériens-là, ces putschistes. Il faut les déloger parce que les putschistes n'ont plus... D'ailleurs, leur défense, c'est parce qu'ils prêchent pour leur propre chapelle. Merci. Après le Niger, on viendra en Guinée, au Niger, et au Burkina, au Mali, pour les déloger tous. Ne parlez pas en nom, on ne vous a pas élu, vous êtes là pour le faire des armes. Sacré Lincoln, oui, Mamadouri, en 30 secondes, s'il te plaît. Mais tenez à cœur d'insister sur mon schéma de départ. Heureusement, Lincoln est revenu là-dessus. Je réinsiste, Aboubacar. Le schéma, il est le suivant, et ça traverse l'esprit de millions de citoyens dans notre sous-région. C'est que si le mode de dévolution du pouvoir politique qui est les élections n'est plus le cas, et que ça devient les prises de pouvoir par les armes aussi facilement pour certains banales, ça veut dire que ceux qui sont dans les entités politiques qui concourent à la prise du pouvoir par ce mode de dévolution consacré qu'est l'élection vont sortir des partis politiques et vont aller ailleurs, et c'est le retour des rébellions. Merci, Mamadouri Diallo. Sans transition,